La voix du professeur de musique a coupé à travers la salle de concert comme de la glace. Votre grand-père, le moteur, que pourrait-il savoir de Rachmaninoff? Victor Martinez, 58 ans, se tenait dans son gilet de Hells Angel, faisant face à une salle pleine de parents riches qui serraient leurs perles et tiraient leurs enfants plus près. Sa petite-fille Emma venait de défier les ordres de son professeur, refusant de jouer la simple mélodie de débutant qui lui avait été attribuée. Maintenant, tout le conseil de l'Académie exigeait des réponses. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qu'il jugeait comme juste un autre moteur dangereux avait un secret enterré depuis 25 ans. Un secret qui briserait toutes les suppositions dans cette salle dans les 10 prochaines minutes. Avant de plonger dans cette incroyable histoire, si vous appréciez les récits de courage et de gentillesse qui remettent en question ce que nous pensons savoir sur les gens, je serais honoré si vous preniez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires qui nous rappellent de ne jamais juger un livre à sa couverture. Merci d'être ici. Les lumières fluorescentes de la salle de musique de la Monroe Academy bourdonnaient au-dessus comme des guêpes en colère, alors que Mme Margaret Ashford se tenait devant un semi-cercle de parents inquiets. Son collier de perles captait la lumière crue alors qu'elle ajustait ses lunettes de lecture, scrutant la salle avec l'autorité exercée de quelqu'un qui avait enseigné la musique à des enfants riches pendant 25 ans. Au troisième rang, Emma Martinez, 16 ans, était assise recroquevillée sur une chaise pliante, sa robe de friperie paraissant encore plus usée sous la luminosité impitoyable. Elle gardait les yeux fixés sur ses genoux, s'efforçant de devenir invisible. Victor Martinez se tenait dans l'embrasure de la porte, son gilet de Hells Angels, une éclaboussure de cuir noir contre les murs blancs immaculés de l'Académie. Ses mains burinées agrippaient l'encadrement de la porte, les jointures cicatrisées blanches de tension. À 58 ans, il avait appris à se tenir avec une dignité tranquille. Mais ce soir, en regardant sa petite fille se ratatiner sous le poids du jugement, chaque muscle de son corps criait d'intervenir. Il ne l'a pas fait. Le contrôle, il l'avait appris chez les Marines et renforcé au club, était parfois la plus vraie forme de force. La voix de Mme Ashford coupa à travers les conversations murmurées comme un couteau dans du beurre. « Monsieur Martinez, peut-être devrions-nous discuter du potentiel réaliste d'Emma avant de finaliser son devoir de récital de printemps. » Le mot réaliste atterrit lourdement, chargé d'implications. Autour de la pièce, les parents se sont agités sur leur siège. Une femme en tailleur pantalon de marque fait éloigner sa chaise de plusieurs centimètres de la position de Victor près de la porte. Une autre serra plus fort son sac à main, comme si la proximité d'un membre de club de moteur pouvait, d'une manière ou d'une autre, contaminer son sac à main Prada. Emma sentit la chaleur monter dans son cou. Ceci était supposé être à propos de la musique, à propos de son futur, à propos de la bourse qui lui avait donné accès à des opportunités que sa grand-mère n'aurait jamais pu se permettre. Au lieu de cela, c'était devenu une question d'apparence, du fait qu'elle arrivait chaque matin à l'arrière de la Harley de son grand-père, au lieu d'un SUV Mercedes, des trous dans ses chaussures qu'elle essayait de couvrir avec un marqueur noir, à propos de tout, sauf de sa capacité à jouer du piano. Emma a travaillé très dur ce semestre, continua Mme Ashford, son ton suggérant que le travail acharné était admirable, mais finalement insuffisant. Cependant, le talent musical nécessite une culture appropriée, un environnement approprié. Ses yeux papillonnèrent vers Victor, puis rapidement loin pour le récital de printemps. Je lui attribue un bail. C'est une belle pièce appropriée à son niveau de compétence actuelle, et cela lui permettra de se produire sans la pression de tenter quelque chose au-delà de ses capacités. La mâchoire de Victor se serra, ses yeux brillèrent avec quelque chose de dangereux, quelque chose de sachant, mais il resta silencieux. Mme Ashford n'avait aucune idée à qui elle parlait. Aucun d'eux ne le savait. La femme qui radotait sur la culture appropriée et les environnements appropriés n'avait jamais posé de questions sur la dédicace d'Emma, jamais interrogé sur les 3 heures qu'elle pratiquait chaque nuit,
Jamais pris la peine de découvrir que l'homme au gilet de cuir avait plus de formation musicale que tous les professeurs de cette académie combinée. Le menton d'Emma trembla alors qu'elle acceptait la partition de Furious. Autour d'elle, elle entendit des murmures sur les morceaux que d'autres élèves joueraient. Victoria Sterling, dont le père possédait une entreprise technologique, jouerait le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov. James Pimpton Burr, fils d'un sénateur, s'était vu attribuer un panneau de spectacle complexe. C'étaient des pièces de spectacle, des œuvres difficiles qui démontreraient la maîtrise technique et la profondeur émotionnelle. Fury, c'était ce que vous donniez aux débutants. C'était ce que vous donniez aux élèves pour lesquels vous aviez déjà décidé qu'ils ne valaient pas la peine d'être investis. Si vous avez déjà été jugé injustement à cause de votre apparence, vous savez exactement ce que Victor a ressenti à ce moment-là. Si vous croyez que les gens méritent d'être jugés par leur caractère et non par leur apparence, appuyez sur ce bouton d'abonnement car cette histoire est sur le point de prouver ce point de la manière la plus puissante imaginable. Madame Ashford a clos la réunion avec un sourire contraint. Alors que les parents sortaient, donnant à Victor un large passage, Emma resta assise, fixant les simples notes sur la page devant elle. Pour Élise, l'équivalent musical d'être tapotée sur la tête et dit de rester à sa place. Elle ne leva pas les yeux quand son grand-père s'approcha, ne rencontra pas son regard quand sa main cicatrisée toucha doucement son épaule. Elle avait peur que si elle le regardait, elle verrait de la déception, ou pire, la confirmation que Mme Ashford avait raison. Mais Victor n'était pas déçu. Alors qu'il guidait Emma vers la porte, au-delà des regards et des murmures, son esprit était déjà au travail. Madame Dashford n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Parfois, les personnes les plus silencieuses portent les océans les plus profonds, et l'océan de Victor Martinez était immobile depuis 25 ans. Ce soir, en regardant sa petite fille accepter la défaite, il sentit les premières secousses d'une marée qui commençait à tourner. Les lumières du parking projetaient de longues ombres sur l'asphalte, alors que Victor et Emma marchaient vers sa Harley-Davidson. Derrière eux, à travers les hautes fenêtres de l'académie, d'autres familles se rassemblaient en grappes chaleureuses, discutant de cours de préparation universitaire et de camps de musique d'été en Europe. Dehors, l'air frais du soir d'avril portait un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Emma s'arrêta à mi-chemin de la moto, sa voix petite dans l'obscurité. « Je suis désolé, grand-père. Je vous embarrasse. » Victor se tourna si vite qu'elle sursauta. En deux enjambées, il était agenouillé devant elle, ses mains burinées douces sur ses épaules. Sa voix, rendue rugueuse par les années et les cigarettes qu'il avait arrêtées il y a une décennie, s'adoucit en quelque chose de tendre. « Mija, tu ne pourrais jamais m'embarrasser. Jamais. » Mais ils ont raison. Les mots d'Emma s'échappèrent en une rafale. « Nous ne sommes pas comme eux. Je n'ai pas ma place ici. Je devrais juste aller à l'école publique où des gens comme nous sont censés aller. »« Stop !» La voix de Victor était ferme mais pas dure. « Écoute-moi. Cette femme ne sait pas de quoi tu es capable. Eux non plus. » Il fit un geste vers le bâtiment de l'académie où des parents chargeaient des étuis d'instruments coûteux dans des véhicules de luxe. Emma leva les yeux vers lui, des larmes attrapant les lumières du parking. « Mais je ne suis pas assez bonne pour les morceaux difficiles. » Madame Ashford a dit « Qui vous a dit cela? » Victor l'interrompit. « Elle ou vous? » La question resta en suspens entre eux. Emma ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de réponse. Victor se leva, tirant Emma dans une étreinte. Par-dessus son épaule, il pouvait voir d'autres parents regarder à travers les vitres de leur voiture. Leur visage, un mélange de curiosité et de jugement. Laissez-les regarder. Laissez-les s'interroger sur le moteur et sa petite fille. Ils ne comprenaient rien à la force, à la survie, au genre d'amour qui transcendait la classe sociale et les éducations coûteuses. « Demain, dit Victor tranquillement, je vais t'apprendre quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû t'apprendre il y a longtemps. » Il sentit Emma reculer, la confusion dans ses yeux, mais il sourit simplement. « Fais-moi confiance, Mija.
Fais-moi juste confiance. » Alors qu'ils montaient sur la Harley, Emma enroulant ses bras autour de la taille de son grand-père. Aucun d'eux n'a remarqué Madame Ashford qui les regardait depuis la fenêtre de son bureau. La professeure se tenait les bras croisés, une expression satisfaite sur son visage. Elle avait fait une faveur à la jeune fille, gérant vraiment les attentes avant que la déception ne puisse prendre racine. C'était la chose à faire. Emma n'avait aucune idée que son grand-père était sur le point de déverrouiller une porte qu'il avait gardée scellée pendant 25 ans. Une porte qui, une fois ouverte, changerait tout ce qu'elle pensait savoir de lui, d'elle-même et de ce qui était possible quand on refusait de laisser les autres définir ses limites. L'odeur frappa Emma avant même qu'elle n'ouvre la porte de leur appartement. Coriandre et lime, porc mijoté et tortillas fraîches. Leur maison était située au-dessus de la Ostrola, le restaurant mexicain où la grand-mère d'Emma avait travaillé 14 heures par jour avant de décéder il y a 3 ans. Le propriétaire, M. Reyes, leur avait laissé l'appartement à moitié prix par respect pour sa mémoire. C'était le genre de gentillesse que Victor n'oubliait jamais, le genre qui lui faisait croire que la bonté existait dans des endroits inattendus. Emma monta les escaliers étroits, ses pas lourds du poids de la soirée. L'appartement était petit, 2 chambres, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes, un salon qui servait aussi de salle à manger et d'espace d'études, mais il était propre, aimé, rempli des souvenirs accumulés d'une famille qui avait appris à se débrouiller avec moins. Victor accrocha son gilet au crochet près de la porte, le patch des Hells Angels, attrapant la lumière chaude de la lampe qu'ils avaient achetée à un vide-grenier. Emma laissa tomber son sac à dos et se dirigea vers sa chambre, mais la voix de Victor l'arrêta. « Mija, viens ici 1 minute. » Elle se retourna pour trouver son grand-père debout près de quelque chose qu'elle avait vu tous les jours de sa vie, mais qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué. Un vieux piano droit poussé contre le mur du fond du salon. Le bois sombre était cicatrisé et délavé, la finition ternie par des décennies. Emma avait toujours supposé qu'il venait avec l'appartement, un meuble trop lourd à déplacer, trop sans valeur à vendre. Victor s'assit sur le banc usé et souleva le couvercle du clavier. Les touches étaient jaunies, en ivoire, interdites depuis longtemps, mais acquises par droit d'antériorité. Pourtant, malgré leur âge, elles brillaient. Quelqu'un les avait entretenues, les gardait propres, les préservait avec un soin qui parlait de quelque chose de plus qu'une possession occasionnelle. « Grand-père, je ne savais pas que tu jouais, » dit Emma se rapprochant. En toutes ces 16 années, elle ne l'avait jamais vu toucher cet instrument. Les doigts cicatrisés de Victor planèrent au-dessus des touches, tremblant légèrement. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Mija. »« Assieds-toi. » Emma s'installa sur le bord du canapé, son cœur battant soudainement pour des raisons qu'elle ne pouvait pas nommer. L'appartement semblait différent d'une manière ou d'une autre, chargé d'anticipation. À travers les murs minces, elle pouvait entendre la famille Reyes en bas commencer le service du dîner. Le cliquetis des assiettes et le murmure des conversations espagnoles qui avaient été la bande-son de son enfance. Victor prit une profonde inspiration. Et à ce moment-là, Emma vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur dans les yeux de son grand-père. Pas le genre de peur qui venait du danger physique. Victor avait affronté des menaces qui auraient terrifié la plupart des hommes. C'était différent. C'était la peur d'ouvrir quelque chose de longtemps fermé, de laisser la lumière entrer dans une obscurité qui s'était sentie confortable dans sa familiarité. Ce piano était silencieux depuis 25 ans. Ce qu'Emma était sur le point d'entendre changerait tout ce qu'elle pensait savoir de son grand-père, de la musique, des murs invisibles que la société construisait entre les gens basés sur rien de plus que l'apparence et les suppositions. Les mains de Victor se posèrent sur les touches et la pièce retint son souffle. Le premier accord brisa le silence comme le tonnerre dans une église. 3 notes profondes et résonnantes qui semblaient s'élever de quelque part de profond, de quelque part d'ancien. Emma haleta, sa main se portant à sa bouche. Ce n'était pas le tintement hésitant d'un amateur, c'était de la maîtrise.
Le genre de son qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui comprenait qu'un piano n'était pas seulement un instrument, mais une voix, un dispositif de narration qui pouvait exprimer des émotions trop complexes pour les mots. Les doigts de Victor se sont déplacés dans la phrase d'ouverture du prélude en UT mineur de Rachmaninoff, et le petit appartement s'est transformé. Les meubles usés, le plafond taché d'eau, la lampe bon marché, tout cela a pâli dans l'insignifiance face à la puissance de la musique qui remplissait l'espace. Sombre, pensif, la mélodie portait le poids des hivers russes et du chagrin existentiel. Chaque note parfaitement exprimée, chaque dynamique exactement calibrée. En dessous, dans le restaurant, la conversation s'est arrêtée. Emma a entendu des chaises gratter alors que la famille Reyes se déplaçait vers le plafond, écoutant de la musique qu'elle n'avait jamais entendue de cet appartement pendant toutes les années où Victor avait vécu ici. Madame Chun d'en face a ouvert sa porte, debout dans le couloir avec des larmes déjà se formant dans ses yeux âgés. Victor a joué pendant 30 secondes, peut-être 40, avant que ses mains ne s'arrêtent soudainement. Elle tremblait au-dessus des touches, suspendue dans l'air comme des oiseaux qui avaient oublié comment atterrir. Sa respiration était saccadée, ses yeux fermés contre quelque chose qu'Emma ne pouvait pas voir. Quand il a finalement baissé ses mains sur ses genoux, elle a vu une humidité sur ses joues. « Grand-père », murmura Emma, effrayée de briser quel que soit le sortilège qui venait d'être jeté. « Comment? Comment joues-tu comme ça ?» Victor ne la regarda pas, son regard fixé sur les touches jaunies comme si elles détenaient des réponses à des questions qu'il avait cessé de poser des décennies auparavant. « J'avais l'habitude de jouer il y a longtemps, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Où avez-vous appris? » Le silence s'étira si longtemps qu'Emma pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis presque inaudiblement, Juilliard, New York, 1989. Emma sentit le monde basculer. Juilliard. Elle pouvait à peine former le mot le Juilliard, la plus prestigieuse école de musique d'Amérique. Victor rencontra enfin son regard. Et dans son regard, Emma vit des couches de douleur et de fierté, de perte et d'amour, toutes emmêlées d'une manière qui lui faisait mal au cœur. J'allais être une pianiste de concert, Mija. C'était le plan. C'était censé être ma vie. Que s'est-il passé? La question sortit à peine comme un souffle. Le visage de Victor se durcit, le moment vulnérable se refermant comme une porte qui claque. La vie est arrivée. La vie arrive toujours. Mais Emma continua d'avancer, enhardie par la musique qui résonnait encore dans ses os. « Grand-père, s'il te plaît, dis-moi. » L'histoire que Victor était sur le point de raconter expliquerait tout. Le gilet, la moto, les 25 ans de silence. Elle expliquerait pourquoi un homme avec le talent de jouer au Carnegie Hall passait ses journées à réparer des motos et ses nuits en compagnie d'hommes que la société avait rayés de la liste comme des criminels. Elle expliquerait pourquoi certains cadeaux sont enterrés non pas parce qu'ils sont sans valeur, mais parce qu'ils sont trop précieux à porter, trop douloureux à toucher, trop lourds de souvenirs à transporter. Victor prit une profonde inspiration, ses mains cicatrisées croisées sur ses genoux, et commença à parler. « J'ai grandi à Mexico City », commença Victor, sa voix prenant la cadence d'une histoire racontée à grande distance. « Colonia Buenos Aires, tu connais. » Emma secoua la tête. « Quartier pauvre. Ma mère nettoyait des maisons pour des familles riches à Palenco. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Crise cardiaque, pas d'assurance, pas d'économie. Juste ma mère, mes 2 sœurs et moi dans un appartement de 2 pièces qui coûtait plus cher que ma mère ne pouvait se permettre. » Il s'arrêta, ses yeux flous, voyant quelque chose de plusieurs décennies passées, mais je pouvais jouer du piano à l'oreille quand j'avais 5 ans. Nous n'avions pas de piano, mais l'église en avait un. Le père Miguel me laissait rester après la messe pour m'exercer pendant que ma mère allumait des bougies pour l'âme de mon père. Les gens ont commencé à m'appeler El Prodigio, le prodige, comme si c'était une blague au début, ce petit gamin du quartier pauvre jouant du Mozart. Emma se pencha en avant, captivée.
Elle n'avait jamais entendu tout cela. Quand j'avais 12 ans, une professeure de musique nommée Madame Adelgato m'a entendu jouer. Elle enseignait au Conservatoire National de Musica et elle a fait quelque chose qui a changé ma vie. Elle m'a donné des leçons gratuites 3 fois par semaine pendant 6 ans. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Technique classique, maîtres européens, théorie musicale, composition. Elle a dit que j'avais un don qui transcendait les circonstances. La voix de Victor s'adoucit avec une gratitude qui n'avait pas diminué malgré les décennies. C'est de la gentillesse, Mija. De la vraie gentillesse. Voir le potentiel en quelqu'un que tout le monde ignore. En 1985, la professeure Delgado a soumis ma candidature à Juilliard. Bourse complète, j'avais 22 ans et je n'étais jamais sorti de Mexico City. Soudain, j'étais à New York pour étudier avec les meilleurs musiciens du monde. Pendant un instant, le visage de Victor s'illumina d'une joie retrouvée. Les meilleures années de ma vie, Mija. New York était magique. L'énergie, la culture, la façon dont toute la ville palpitait de possibilités. J'ai étudié sous le professeur David Wright, joué lors de récitals d'étudiants, obtenu des critiques dans les journaux locaux. J'ai obtenu mon diplôme en 1989 et j'avais une tournée de concerts prévue pour cet automne-là. Petite salle, mais c'était un début. Le Carnegie Hall semblait possible, pas seulement un rêve. Son expression s'assombrit et Emma sentit la température de la pièce chuta. Puis j'ai reçu un coup de fil en août, au milieu de la nuit. Ma mère, mes 2 sœurs, elles avaient été tuées chez elles. Mauvais endroit, mauvais moment, violence des cartels. Les hommes cherchaient quelqu'un d'autre. Ont eu la mauvaise adresse. La voix de Victor était devenue monocorde. Sans émotion comme les gens qui racontent un traumatisme qu'ils ont appris à contenir, mais jamais à surmonter. J'ai pris l'avion pour les funérailles. Cercueil fermé, tous les 3. Je n'ai même pas pu les voir une dernière fois. Je n'ai pas pu jouer à leur commémoration. Chaque fois que j'essayais de toucher un piano, je voyais le visage de ma mère, j'entendais le rire de mes sœurs. Chaque note me rappelait ce que j'avais perdu. Le fait que j'avais été à New York à poursuivre des rêves pendant qu'elles étaient assassinées dans leur lit. Emma pleurait ouvertement maintenant. Mais Victor continua, sa voix stable. J'ai annulé la tournée, abandonné complètement la musique. J'ai rejoint les Marines des États-Unis parce que j'avais besoin de discipline, de structure, de quelque chose pour m'empêcher de disparaître dans le chagrin. J'ai servi 6 ans, j'ai vu le combat, j'ai eu les cicatrices. Il leva ses mains burinées, certaines des Marines, certaines de combat, certaines d'avoir essayé de me blesser suffisamment pour arrêter de ressentir. Après mon service, j'ai eu le SSPT. Je ne pouvais pas jouer en public. Je ne pouvais pas gérer la pression, l'exposition, la vulnérabilité que la musique exige. Puis j'ai trouvé les Hells Angels. Ils m'ont donné un autre genre de famille. Le genre qui ne se souciait pas de mon passé ou de mon potentiel. Ils ne se souciaient que de la loyauté, de se montrer, d'être là quand cela comptait. Ils m'ont sauvé la vie. Mija, je le dis littéralement. Victor regarda directement Emma, ses yeux brillants. Je n'ai joué devant personne depuis 25 ans. Ce piano est silencieux depuis le jour où j'ai emménagé dans cet appartement. Mais ce soir, en te regardant accepter le jugement de cette femme, en te regardant croire son évaluation de ta valeur, je n'ai plus pu rester silencieux. Grand-père, je n'ai jamais su. Emma s'étouffa à travers ses larmes. Je suis tellement désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Victor la serra dans ses bras, la tenant fort. Ne sois pas désolé, Mija. Le club m'a donné un but quand je n'en avais pas. Ils m'ont donné la fraternité quand j'étais seul. La musique était mon premier amour, mais mes frères m'ont gardé en vie quand la musique ne pouvait pas. Il recula, la regardant dans les yeux. Mais je n'ai jamais oublié. Je ne pouvais juste plus le partager. La douleur était trop grande. Jusqu'à maintenant, murmura Emma. Jusqu'à maintenant, confirma Victor. Parce que certaines choses sont plus importantes que la douleur. Tu es plus importante. Et Madame Ashford n'a pas à te définir plus que la tragédie n'a à me définir.
Si vous croyez que les gens méritent une seconde chance, que le chagrin ne nous définit pas et que la fraternité prend des formes inattendues, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton J'aime. Victor est sur le point de prouver que la vraie force n'est pas la violence, c'est la vulnérabilité, c'est affronter les choses qui nous terrifient le plus et c'est refuser de laisser le monde nous dire qui nous sommes autorisés à devenir. Ce que Victor était sur le point de faire exigerait plus de courage que tout ce qu'il avait fait chez les Marines ou au club. Il était sur le point de retourner dans le monde qui l'avait détruit. Armé de rien d'autre que de détermination et d'amour pour sa petite fille. Et ce faisant, il enseignerait à Emma la leçon la plus importante de toutes, que nous ne sommes jamais juste une chose, jamais juste la surface que les autres voient, jamais juste la douleur que nous avons survécue. Victor se leva et se dirigea vers le banc de piano, tendant la main en dessous pour sortir un compartiment de rangement dont Emma n'avait jamais soupçonné l'existence. Il en retira un dossier de partition, les pages jaunies et usées sur les bords. Il le posa sur le pupitre et l'ouvrit délicatement, avec révérence, comme s'il manipulait quelque chose de sacré. Emma se rapprocha et vit le titre « Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt ». Même pour son œil relativement inexpérimenté, la notation semblait incroyablement complexe. De denses grappes de notes, des gammes rapides déferlant sur la portée, des indications techniques qui semblaient nécessiter 3 mains pour être exécutées. Grand-père, c'est impossible. Emma respira. Le sourire de Victor était petit, mais sincère. Pour la plupart des gens, oui, mais tu es ma petite fille. Tu as mon sang, la détermination de ma mère, la formation de la professeure Adelgato qui coule dans tes veines, même si tu ne le sais pas encore. Il se tourna pour lui faire face entièrement. Je veux t'enseigner ce morceau. Pas pour Élise, ça, mais Madame Ashford a dit. Madame Ashford ne sait pas de quoi tu es capable. Moi, oui. La voix de Victor portait une conviction absolue. Nous avons 6 semaines avant le récital. Je t'enseignerai chaque nuit 2 heures. Pas de raccourcis, pas de chemin facile. Ce sera la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Emma fixa la partition, son cœur battant à la fois de terreur et d'excitation. Mais les programmes sont déjà imprimés. Elle m'a assigné pour un bail. Alors elle devra imprimer un nouveau programme. Les yeux de Victor brillèrent d'un air presque espiègle. « Mais Mija, tu dois me promettre quelque chose. Tu ne dis rien à personne, ni à tes amis, ni à Madame Ashford. Cela reste entre nous. Pourquoi secret? » L'expression de Victor s'adoucit. « Parce que quand tu monteras sur cette scène, je veux qu'ils te voient. Pas leurs attentes, pas leurs suppositions, pas leurs préjugés. Juste toi et ce dont tu es capable quand quelqu'un croit en toi suffisamment pour exiger le meilleur de toi. » Emma sentit de nouveau des larmes lui piquer les yeux. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. « Tu penses vraiment que je peux faire ça, Mija? Je sais que tu peux faire ça. La question est, crois-tu en toi suffisamment pour essayer? » Emma regarda son grand-père, cet homme qu'elle pensait connaître, qui venait de se révéler être quelqu'un de complètement différent, quelqu'un avec une profondeur qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle pensa au sourire condescendant de Madame Ashford, aux robes de créateur de Victoria Sterling et aux leçons privées coûteuses, à toutes les conversations chuchotées et aux regards de pitié. Puis elle pensa à la musique que son grand-père venait de jouer, à la puissance et à l'émotion qui avaient rempli leur petit appartement, à la possibilité que elle, Emma Martinez, de l'appartement au-dessus d'un restaurant mexicain, puisse avoir cette même puissance endormie en elle, attendant d'être éveillée. Elle rencontra les yeux de Victor et hocha la tête. « Enseigne-moi. » Et ainsi commencèrent les 6 semaines les plus intenses de la vie d'Emma. Chaque nuit, tandis que les riches élèves de l'académie assistaient à leurs leçons privées dans des studios climatisés,
Emma apprenait d'un maître qu'il ne respecterait jamais. Un diplômé de Juilliard en gilet de Hells Angels, un homme qui en savait plus sur la musique, la résilience et le prix de la grandeur que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait l'imaginer. Le vieux piano de l'appartement au-dessus de Lost Estra allait de nouveau chanter. Et cette fois, il chanterait la Révolution. Semaine 1, les fondations. Victor commença par les bases, mais pas les bases. Emma s'attendait à « Vos poignets doivent être lâches comme l'eau », il instruisit, démontrant une fluidité de mouvement qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Liszt l'appelait des doigts flottants. Le pouvoir ne vient pas de la pression, mais de la précision, de la compréhension que le piano est un instrument de percussion qui doit être persuadé, pas battu pour être soumis. Emma lutta avec les gammes d'octaves de la main gauche, ses doigts se crampant après seulement 15 minutes. Des larmes de frustration montèrent alors qu'elle frappait les mauvaises notes pour la 20e fois de suite. Victor resta patient, sa voix d'enseignement calme et stable. Encore, lentement. La vitesse vient de la précision, pas de la force. Maîtrisez-la à mi-tempo, puis au 3-4, puis à pleine vitesse. Il n'y a pas de raccourci. Ils pratiquèrent jusqu'à 23 heures. Le son dérivant à travers les planchers jusqu'où M. Reyes fermait le restaurant. Au début, il se plaignit. Son personnel ne pouvait pas se concentrer avec tout ce vacarme au-dessus. Mais quand Victor apparut à sa porte le lendemain soir avec un récipient de tamal frais d'un vendeur 3 pâtés de maison plus loin, Reyes s'adoucit. « Essayez juste de terminer avant 23 heures, dit-il avec un petit sourire. C'était la gentillesse rencontrant la gentillesse, la monnaie qui comptait le plus dans leur quartier. Semaine 2, le déclic. Les doigts d'Emma commencèrent à développer des callosités, de petites taches durcies qui marquaient sa dédicace aussi clairement que n'importe quel badge. Elle pouvait jouer la section d'ouverture sans erreur maintenant, ses mains trouvant les touches avec une confiance croissante. Victor lui enseigna la section médiane enflammée, la partie où l'âme hongroise de Liszt émergeait en pleine force. Cette partie est celle où Liszt montre sa passion, sa rage, sa fierté. Victor expliqua, ses propres mains démontrant l'énergie explosive requise. Il était hongrois comme ta grand-mère. Il comprenait que la musique n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de vérité. Parfois la vérité est en colère. Parfois la vérité exige d'être entendue. Emma commença à le sentir. Puis le passage de l'exécution mécanique à la connexion émotionnelle. Elle ne jouait plus seulement des notes. Elle parlait une langue qui transcendait les mots, racontant une histoire que sa grand-mère, qui s'était tuée à la tâche dans une cuisine de restaurant, aurait comprise intimement. Semaine 3, la crise. À l'école, Emma entendit Victoria Sterling pratiquer Rachmaninov dans la salle de pratique avancée. Le son était impeccable, poli à la perfection par des années d'enseignement coûteux et un accès illimité au piano à queue. Emma se tenait devant la porte à écouter et sentit sa confiance s'effondrer. Victoria s'entraînait depuis qu'elle avait 4 ans. Emma avait 6 semaines. Elle rentra à la maison vaincue, le visage strié de larmes. « Grand-père, je ne peux pas faire ça. Elle s'entraîne depuis des années avec les meilleurs professeurs que l'argent peut acheter. » Victor posa la pièce de moto qu'il nettoyait et regarda sa petite fille avec une certitude absolue. Elle s'entraîne avec des professeurs coûteux. Toi, tu t'entraînes avec amour. Il laissa cela s'installer. Il y a une différence entre techniquement parfait et vraiment ressenti. Victoria joue comme une machine, précise, propre, sans âme. Tu vas jouer avec âme. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, quelque chose qu'aucune quantité de leçons privées ne peut enseigner. Cela vient d'ici. Il plaça sa main sur son cœur. Semaine 4, le témoin. Un mardi soir, on frappa à la porte. Victor l'ouvrit et trouva Tiny, son frère de club, debout dans le couloir avec une expression apologétique. « Désolé de te déranger, tombe. J'étais en bas en train de prendre de la nourriture et j'ai entendu de la musique. Je ne savais pas que la gamine pouvait jouer. » Victor l'invita à entrer
et Tiny, 1,96 m, 127 kg, couvert de tatouages qui racontaient des histoires d'une vie difficile vécue en marge, s'assit avec précaution sur leur canapé usé et écouta Emma s'exercer. Quand elle eut terminé la section sur laquelle elle travaillait, Tiny s'essuya les yeux sans gêne. « C'est magnifique, petite sœur, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Vraiment magnifique. » Emma le regarda, le voyant vraiment pour la première fois. Cet homme que la société rejetterait comme dangereux, menaçant, quelqu'un à craindre. Il pleurait sur Liszt. « Est-ce que tu connais la musique? » demanda-t-elle avec hésitation. Tiny sourit. « J'ai joué du saxophone au lycée dans un groupe de jazz avant d'abandonner, avant que tout ne tourne mal. La musique était la seule chose qui avait du sens à l'époque. » Il regarda Victor. « Ça vous dérange si j'écoute parfois? » Je resterai silencieux. Victor hocha la tête. La famille soutient la famille. Emma réalisa quelque chose de profond à ce moment-là. Les gens à qui on lui avait appris à faire confiance, Madame Ashford avec ses titres et son collier de perles, les parents riches avec leurs vêtements de créateurs et leurs voitures coûteuses, ils la jugeaient sans valeur sur la base de son apparence. Mais ces hommes, ces Hells Angels que la société craignait, ils verront sa valeur immédiatement. Ils reconnurent l'effort et la dédicace et la beauté de quelqu'un qui dépassait ses circonstances. Le monde qu'Emma apprenait avait tout à l'envers. Semaine 5, la maîtrise. Emma joua le morceau du début à la fin avec seulement 3 erreurs mineures. Victor se leva et applaudit, une fierté authentique rayonnant de lui. « Mija, tu es prête. » « Mais j'ai fait des erreurs. La perfection est ennuyeuse, » interrompit Victor. « La passion est mémorable. » Liszt lui-même faisait des erreurs. Il ne s'en souciait pas. Il faisait ressentir au public quelque chose de réel, quelque chose de vrai. C'est ce qui compte. Emma commençait à comprendre. Il ne s'agissait pas de prouver qu'elle pouvait exécuter des passages techniques difficiles, même si cela en faisait partie. Il s'agissait de revendiquer son droit d'être entendu, son droit d'occuper l'espace, son droit de refuser le rôle limité que la société lui avait assigné sur la base de rien d'autre que son code postal et le choix de veste de son grand-père. Semaine 6, le Polonais. La dernière semaine était consacrée au raffinement. Victor enseigna à Emma les techniques subtiles qui séparaient les bonnes performances des performances transcendantes ici. Ralentissez légèrement le tempo. Faites-les attendre. Construisez la tension. Ses mains démontraient et Emma imitait, apprenant à manipuler le temps lui-même par le rythme et les dynamiques. Puis exploser sur cet accord. Surprenez-les. Faites-les se redresser sur leur siège. La dernière nuit avant le récital, ils jouèrent le morceau une dernière fois. Les doigts d'Emma volaient sur les touches avec une confiance née de la répétition et du raffinement. Elle ne fit aucune erreur significative. Le voyage émotionnel était clair, puissant, indéniable. Quand la dernière note s'éteignit, Victor avait les larmes aux yeux. « Ta grand-mère serait si fière, » murmura-t-il, sa voix brisée. Emma ne l'avait jamais entendu mentionner sa grand-mère en rapport avec la musique auparavant. Plus tard, elle comprendrait. Sa grand-mère avait été son premier soutien, celle qui l'avait encouragé à poursuivre Juilliard malgré l'impossibilité de la chose, celle qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Emma était prête pour la performance de sa vie, mais elle n'avait aucune idée que son grand-père était sur le point d'affronter ses propres démons. Des démons qui l'avaient réduit au silence pendant un quart de siècle. Des démons qu'il devrait affronter, non pas dans la sécurité de leur appartement, mais sur une scène devant des centaines de personnes qui avaient déjà décidé ce que valait un homme en gilet de Hells Angel. Si l'engagement d'Emma vous inspire, si vous avez déjà travaillé dur pour quelque chose malgré le doute des gens, laissez un commentaire en disant « N'abandonnez jamais ». Construisons une communauté de personnes qui refusent de laisser les autres définir leurs limites, qui comprennent que la grandeur peut émerger de n'importe où si nous sommes assez courageux pour l'atteindre. 2 semaines avant le récital, Madame Ashford a intercepté Emma dans le couloir entre les cours. Le sourire du professeur était contraint,
ses yeux vifs de suspicion. Emma, j'ai entendu des rapports inquiétants. Certains élèves disent avoir entendu pratiquer autre chose que Furies. Le cœur d'Emma battait contre ses côtes. Elle avait été si prudente, ne pratiquant qu'à la maison, ne mentionnant jamais son travail à quiconque à l'école. Mais la Monroe Academy était petite et les commérages voyageaient plus vite que le son à travers ses couloirs immaculés. Je pratique toujours pour Élise aussi, dit Emma, ce qui était techniquement vrai. Elle l'exécutait une fois chaque soir en guise d'échauffement, ses doigts trouvant la simple mélodie sans effort après 6 semaines de maîtrise de Liszt. L'expression de Madame Ashford se durcit. Le programme du récital a été imprimé. Vous jouerez Fur Elise comme signe. Est-ce que je suis clair? Emma hocha la tête. Mais à l'intérieur, la rébellion montait comme une tempête. Elle avait passé 6 semaines à se transformer d'adéquate à exceptionnelle. 6 semaines à apprendre d'un maître. 6 semaines à découvrir des capacités qu'elle n'avait jamais su posséder. Elle ne retournerait pas au simple et au sûr. Pas maintenant. Jamais. Cet après-midi-là, alors qu'elle allait chercher un livre dans son casier, Emma passa devant le salon des professeurs. La porte était entr'ouverte et elle entendit son nom prononcé du ton précis et jugeant de Madame Ashford. Emma se figea, la main sur la porte de son casier, écoutant. « Je suis préoccupée par la bourse Martinez. » Madame Ashford disait qu'elle n'est tout simplement pas un bon ajustement culturel pour la Monroe Academy. Cet homme à moto qui la dépose chaque matin est déconcertant pour les autres enfants. Une autre voix fut d'accord. La mère de Victoria Sterling, qui était bénévole en tant que responsable de la collecte de fonds de l'Académie. Mon inquiétude exactement, dit une voix masculine qu'Emma reconnut comme appartenant au sénateur Piton, le père de James. Peut-être devrions-nous réévaluer nos critères de bourse. L'excellence académique est importante, mais aussi le maintien de la réputation et des normes communautaires de l'Académie. La réponse de Madame Ashford fut soigneusement mesurée. Je ne pourrais être plus d'accord. Après ce récital, je prévois de recommander un examen approfondi du placement d'Emma ici, pour son propre bien, bien sûr. Elle pourrait être plus heureuse dans un environnement moins exigeant. La vision d'Emma se brouilla de larmes. Il ne jugeait pas seulement son jeu. Il prévoyait de l'expulser entièrement de l'Académie. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que son grand-père portait un gilet de cuir au lieu d'un costume, parce qu'elle vivait au-dessus d'un restaurant au lieu des collines, parce qu'elle représentait quelque chose de inconfortable pour leur monde soigneusement entretenu. Elle courut à la salle de bain la plus proche, s'enferma dans une cabine et appela son grand-père avec des mains tremblantes. « Grand-père » sanglota-t-elle quand il répondit. « Je les ai entendus. Ils vont me retirer ma bourse. Après le récital, ils vont me virer. » La voix de Victor, quand il parla, était d'un calme mortel, ce qui signifiait qu'il était furieux. « À cause de moi? Non, parce que ce sont des snobs qui ne supportent pas que quelqu'un comme moi puisse réellement appartenir à leur précieuse académie. » Il y eut une longue pause. Puis Victor dit quelque chose qui changea tout. « Mija, écoute-moi très attentivement. Tu vas jouer ce morceau de Liszt, tu vas monter sur cette scène et leur montrer exactement de quoi tu es faite, et ensuite, laisse-les essayer de te retirer ta bourse. Laisse-les essayer. » Sa voix portait une conviction si absolue qu'Emma sentit sa panique s'apaiser. « Mais s'ils le font, nous nous en occuperons. Mais ils ne le feront pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'après t'avoir entendu jouer, après avoir vu ce dont tu es capable, ils réaliseront que te virer serait la plus grande erreur qu'ils pourraient faire. Tu es sur le point de devenir la meilleure chose qui soit arrivée à la Monroe Academy, qu'ils le sachent ou non. Ce que Madame Ashford ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de faire face à bien plus qu'une simple étudiante talentueuse. Elle était sur le point de faire face à un maître formé à Juilliard, qui avait été silencieux pendant 25 ans. Et le silence, une fois brisé, peut être assourdissant. Ce soir-là, Victor convoqua une réunion d'urgence au Clubhouse. 15 Hells Angels se rassemblèrent dans le garage où ils discutaient habituellement des itinéraires
pour les balades caritatives et de la collecte de fonds pour les vétérans locaux. Ce soir, l'ordre du jour était différent. Ma petite fille est discriminée, dit Victor sans préambule, à cause de moi, à cause de ce gilet, à cause de notre fraternité. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées en poing. Il prévoit de révoquer sa bourse après le récital. Non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que nous ne correspondons pas à leur idée de ce qui est acceptable. Le garage devint silencieux. Ces hommes comprenaient intimement la discrimination. La plupart d'entre eux avaient des casiers judiciaires de leur jeunesse, des erreurs qui les suivaient pour toujours, peu importe à quel point ils avaient changé. La société les avait rejetés et ils avaient trouvé une famille les uns avec les autres, une fraternité dans un monde qui ne leur offrait que du jugement. Tiny se leva le premier, son immense carrure paraissant encore plus grande dans l'espace clos. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » Chains, le trésorier du club, prit la parole. « Nous nous présentons au récital en tenue complète. Tous, Victor cligna des yeux. Que voulez-vous qu'ils voient des moteurs? » Chains continua. « Nous leur donnerons des moteurs, mais des moteurs qui soutiennent l'éducation, des moteurs qui aiment nos familles, des moteurs qui se montrent quand ça compte. » Il regarda autour de la pièce. Qui est partant? Chaque main se leva. Reaper, le président du club, hocha lentement la tête. « C'est décidé, nous roulons pour Emma. » Une fois la réunion officiellement terminée, Victor sortit prendre l'air. Il ne savait pas qu'à l'intérieur du clubhouse, ses frères avaient une seconde conversation, plus discrète. Chains avait créé un fonds, contribution de chaque membre, sans poser de questions. Si Emma perdait sa bourse, le club financerait son éducation en privé. 15 000 jusqu'à présent, et ils y arriveraient. « Cette gamine a du cœur, » dit Tiny, en regardant le nombre croissant dans le registre de Chains. « Elle est l'une des nôtres maintenant. Nous protégeons les nôtres. Voilà à quoi ressemble la vraie fraternité. Pas la violence ou le crime, mais être là pour la famille quand la société essaie de les détruire. Si vous croyez que les Hells Angels méritent une juste chance, qu'ils sont plus que des stéréotypes, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ces hommes sont sur le point de le prouver de la manière la plus puissante possible. Emma ne pouvait pas dormir. À minuit, elle sortit discrètement de sa chambre et s'assit au piano, posant ses mains sur les touches sans appuyer. Elle joua le morceau en silence, ses doigts bougeant par mémoire musculaire, entendant chaque note dans son esprit. Victor apparut dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Je ne peux pas dormir non plus, » dit-il doucement. Emma sursauta, puis se détendit. « J'ai peur, grand-père. » Victor s'assit à côté d'elle sur le banc, au même endroit où il s'était assis chaque nuit pendant 6 semaines. « Moi aussi, Mija. » Emma le regarda avec surprise. « Toi, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur. » Victor dit que c'est de le faire quand même. Il fit une pause, fixant les touches. « Demain, j'aurai peur aussi, parce que je n'ai pas joué devant des gens depuis 25 ans. » Le souffle d'Emma se coupa. « Attendez, vous allez jouer demain si j'ai besoin de vous? »« Oui, mais votre track, le SSPT. » Victor se tourna pour lui faire face entièrement. « Certaines choses sont plus importantes que la peur. Tu es plus importante. » Pendant un instant, Emma vit quelque chose dans les yeux de son grand-père. Un éclair de mémoire. Un Victor plus jeune se tenant dans des salles de concert avant que la tragédie ne lui ait volé cette vie. Elle vit le Carnegie Hall, 1988, des ovations debout. Puis elle vit des funérailles, des cercueils fermés, un homme incapable de regarder les instruments de son chagrin. Elle vit un piano couvert de poussière, intouché pendant des années. Elle vit la première fois qu'il l'avait découvert pour elle. Le tremblement de ses mains. « La musique m'a tout pris une fois, » dit Victor doucement, « mais elle m'a aussi tout donné. Demain, je la reprends. Nous la reprenons ensemble. » Emma le serra fort dans ses bras, sentant le cuir de son gilet contre sa joue, sentant l'huile de moteur et l'eau de Cologne Old Spice, l'odeur de la sécurité, du foyer. « Je t'aime, grand-père. »
Je t'aime aussi, Midja. Maintenant, va dormir. Demain, nous ferons l'histoire. Victor n'avait aucune idée qu'en moins de 24 heures, il ferait plus que soutenir Emma depuis le public. Il se tiendrait lui-même sur cette scène, affrontant les démons qu'il avait réduits au silence pendant un quart de siècle, prouvant à une salle pleine de sceptiques que la grandeur peut porter un gilet de cuir. Que la tragédie ne nous définit pas et que parfois les gens les plus silencieux portent les océans les plus profonds. La grande salle de la Monroe Academy brillait sous des lustres en cristal, les sols en marbre poli à une luminosité miroir. En coulisses, les élèves s'échauffaient dans des salles de pratique privées. Victoria Sterling répétait son Rachmaninoff avec une précision mécanique. James Peyton polissait son Chopin jusqu'à ce que chaque note brille comme de l'argent. Emma était assise seule dans un coin, ses mains tremblantes. Madame Ashford apparut, bloc-notes à la main, vérifiant le programme. Emma Martinez pour Élise. Elle lut à voix haute, puis remarqua qu'Emma pratiquait des notes différentes. Son visage devint rouge. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais? » Emma se leva, trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Je joue la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt. » La voix de Madame Ashford monta en un sifflement. « Absolument pas. Je l'interdis. Tu ne peux pas m'interdire de montrer ce dont je suis capable. Je peux te retirer complètement du récital. » Emma rencontra le regard de son professeur sans broncher. « Alors retire-moi. » « Mais si je joue Liszt. » Les autres élèves avaient arrêté de pratiquer, regardant la confrontation avec des yeux écarquillés. Victoria murmura à James, « Ça va être un désastre. » Les mains de Madame Ashford tremblaient de rage. « Bien, humilie-toi, mais quand tu échoueras, souviens-toi que j'ai essayé de te protéger. » Dehors, le parking racontait sa propre histoire. Des Mercedes noirs et des SUV BMW arrivaient en succession régulière, déversant des parents en smoking et robe de soirée, des diamants scintillant aux gorges et aux poignets. Puis vint un son qui fit figer tout le monde. Le grondement de 15 Harley-Davidson s'arrêtant en formation. Les Hells Angels arrivèrent en tenue complète, des gilets de cuir propres, affichant fièrement leurs écussons. Victor descendit le premier, aidant à ajuster son gilet. Tiny suivit, son imposante carrure attirant les regards et les halètements. Chains, Reaper et 12 autres frères se mirent en formation, respectueux mais sans complexe sur qui ils étaient. Un garde de sécurité s'approcha nerveusement. « Monsieur, c'est un événement privé. » Victor sortit son billet calmement. « Ma petite fille se produit. » Le garde contacta son superviseur par radio. Le directeur de l'académie lui-même apparut, observant les motos avec une horreur à peine dissimulée. « Monsieur Martinez, c'est très irrégulier. Nous avons des billets, » dit Victor d'un ton égal. « Nous sommes ici pour soutenir Emma. Y a-t-il un problème? » Le directeur, pris au piège par la logique de l'entrée payante, ne put que secouer la tête. « Pas de problème. Veuillez entrer. » Les Hells Angels entrèrent dans la grande salle, prenant place au dernier rang. L'effet fut électrique. Les parents riches fixaient ouvertement, certains tirant leurs enfants plus près, d'autres chuchotant derrière des mains manucurées. Une femme serra plus fort son sac Hermès comme si la proximité de membres de clubs de motards pouvait, d'une manière ou d'une autre, le contaminer. Mais alors Tiny, remarquant un petit garçon effrayé qui le regardait, fit un doux signe de la main. Le garçon, après un instant d'hésitation, répondit au signe souriant. Ce fut un petit moment, mais plusieurs parents remarquèrent que leurs expressions passaient de la peur à la confusion, à quelque chose approchant la gêne. Victor examina le programme dans ses mains et sentit sa mâchoire se crisper. Emma Martinez pour Élise. Il était toujours écrit. Il ne l'avait pas mise à jour. Il la préparait à l'échec, s'assurant que tout le monde s'attendait à la pièce simple, afin que sa désobéissance ressemble à de la rébellion plutôt qu'à de la croissance. Il se pencha vers Tiny. Il la prépare. La main massive de Tiny tapota doucement l'épaule de Victor.
Alors nous nous assurons que tout le monde la voit réussir. Frère, c'est pour ça que nous sommes ici. Les lumières s'éteignirent et le récital commença. La révolution d'Emma était à quelques minutes et personne dans cette chambre, les parents riches, ni Madame Ashford, ni même Victor lui-même, ne pouvait pleinement prédire le tremblement de terre sur le point de secouer les fondations soigneusement établies de la Monroe Academy. Victoria Sterling glissa sur la scène dans une robe de créateur qui coûtait plus de 3 mois de salaire du restaurant de la grand-mère d'Emma. Elle s'assit au grand piano avec une posture parfaite, ses mains positionnées exactement comme ses professeurs privés coûteux le lui avaient appris. Quand elle commença le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, chaque note était techniquement impeccable, mais c'était froid, précis, mais sans émotion, comme écouter un ordinateur générer de la musique. Les notes étaient correctes, le tempo parfait, mais il n'y avait pas d'âme, pas de vulnérabilité, pas le sentiment que Victoria versait quelque chose d'elle-même dans la performance. C'était une démonstration de compétences techniques, rien de plus. Le public applaudit poliment. Les parents de Victoria rayonnaient de fierté, enregistrant sur leur téléphone. Madame Ashford hocha la tête avec approbation, satisfaite que ses enseignements aient produit exactement ce qu'elle avait l'intention, une excellence compétente et prévisible. James Pitton suivit avec des résultats similaires. Sa ballade de Chopin fut exécutée avec précision, chaque indication dynamique observée, chaque articulation nette, mais l'écouter était comme regarder quelqu'un cocher des cases sur une liste. Techniquement impressionnant, émotionnellement vide. 3 autres élèves se produisirent, tous issus de familles riches, tous démontrant le même schéma. La Monroe Academy était devenue une usine produisant des pianistes qui pouvaient jouer les notes, mais avaient oublié comment les ressentir. Les Hells Angels étaient assis au dernier rang, applaudissant poliment après chaque performance, mais Tiny murmura à Victor. « Ils sont bons, mais il manque quelque chose. »« Le cœur, » répondit Victor. « C'est ce qui manque. » Après l'entracte, le directeur retourna au microphone pour la dernière performance. « Mesdames et messieurs, notre dernier artiste de la soirée. » Il fit une pause, vérifiant son programme. Mademoiselle Emma Martinez interprétera Für Elise de Ludwig van Beethoven. La section des Hells Angels se tendit. Il savait qu'Emma ne jouait pas ce morceau. Victor se pencha en avant sur son siège, ses mains cicatrisées agrippant les accoudoirs. Emma entra sur scène et le contraste fut immédiat. Pas de robe de créateur. Elle portait une simple robe noire que son grand-père avait achetée dans un magasin de dépôt-vente. Soigneusement repassée, respectueuse, mais clairement pas chère. Ses chaussures étaient les mêmes qu'elle portait à l'école. Les trous recouverts de marqueurs noirs. Face à l'opulence de la grande salle, face à la richesse affichée par les interprètes précédents, Emma ressemblait exactement à ce qu'elle était, une étudiante boursière du mauvais côté de la ville. Des murmures parcoururent l'auditoire. L'étudiante boursière, celle avec le grand-père motard. Plusieurs parents riches se penchèrent les uns vers les autres, leurs expressions un mélange de pitié et de condescendance. En coulisses, Madame Ashford se tenait les bras croisés, attendant qu'Emma s'asseye et joue son simple morceau assigné. Emma atteignit le banc de piano et s'assit. Elle ajusta sa position, ses mains planant au-dessus des touches. La salle devint silencieuse. Des centaines d'yeux fixés sur cette jeune fille de 16 ans, qui n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de faire exploser une bombe au milieu de la structure de classe soigneusement entretenue de la Monroe Academy. Le cœur de Victor tambourinait dans sa poitrine. C'était ça. Le moment vers lequel 6 semaines d'entraînement avaient conduit. Le moment où Emma soit ferait ses preuves, soit serait humiliée devant tous ceux qui avaient déjà décidé de sa valeur. Ses mains transpiraient, sa respiration était courte. Il n'avait jamais été aussi nerveux avant son propre début au Carnegie Hall. Les 5 prochaines minutes changeraient la vie d'Emma pour toujours. Et celle de Victor, et la vie de tous ceux dans cette salle qui les avaient jugés sur leur apparence, qui avaient supposé que des gens en gilets de cuir et en robes de friperie ne pouvaient pas comprendre la beauté,
l'excellence ou le pouvoir transformateur de refuser d'accepter les limitations que d'autres essayaient d'imposer. Les mains d'Emma se posèrent sur les touches et le monde retint son souffle. Emma s'assit sur le banc de piano, sa simple robe noire contrastant fortement avec la grandeur ornée qui l'entourait. Elle ajusta sa position, ses mains planant au-dessus des touches, puis fit quelque chose qu'aucun étudiant n'avait jamais fait en 25 ans d'histoire de récital de printemps de la Monroe Academy. Elle regarda directement Madame Ashford debout en coulisses, puis se tourna pour faire face au microphone. « Mesdames et messieurs, » la voix d'Emma résonna clairement dans la salle et une vague de confusion se propagea dans le public. Les élèves ne parlaient pas pendant les récitals. Ils jouaient les morceaux qui leur étaient attribués et quittaient la scène. Le visage de Madame Ashford passa de la confusion à l'alarme, faisant un pas en avant depuis les coulisses. Le programme dit que je jouerai Für Elise ce soir, Emma continua, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Au dernier rang, Victor se pencha en avant, son cœur battant si fort qu'il le sentait dans sa gorge. Mais je ne jouerai pas ce morceau. Des halètements audibles résonnèrent dans la grande salle. Les parents échangèrent des regards perplexes. La mère de Victoria Sterling serra le bras de son mari. Madame Ashford se précipita en avant, ses talons claquant fortement sur le plancher de la scène, son visage rouge de fureur. « Emma, asseyez-vous tout de suite !» siffla-t-elle assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. Emma se leva à la place, faisant face au public avec un sang-froid qui semblait venir de bien au-delà de ses 16 ans. Au lieu de cela, j'interpréterai la rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Le tollé fut immédiat. C'est un niveau universitaire, cria quelqu'un du 3e rang. Elle ne peut pas, ajouta une autre voix, s'éteignant d'incrédulité. Mais au dernier rang, la section des Hells Angels resta absolument silencieuse, un sourire se répandant sur leur visage buriné. Les yeux de Victor étaient déjà mouillés de larmes, sa poitrine se gonflant d'une fierté si féroce qu'elle en était presque douloureuse. Madame Ashford saisit le bras d'Emma. « Emma Martinez, c'est complètement inapproprié. Vous vous ridiculisez, vous et cette institution. » Emma retira son bras, doucement mais fermement, rencontrant les yeux de son professeur sans broncher. « Ce qui est inapproprié, Madame Ashford, c'est de dire aux élèves qu'ils ne sont pas assez bons sans jamais leur donner la chance de prouver le contraire. » La salle tomba dans un silence stupéfait. Une étudiante boursière de 16 ans venait de défier ouvertement son professeur devant toute la communauté de l'Académie, le conseil d'administration et des dizaines de riches donateurs. « Descendez de scène maintenant. » La voix de Madame Ashford tremblait de rage. « Non. » Le mot unique resta suspendu dans l'air comme un défi, comme une déclaration de guerre. Le directeur de l'Académie commença à se lever de son siège, ayant clairement l'intention d'intervenir. Mais alors quelque chose se passa qui le figea. Au dernier rang, Tiny se leva. Ses 1,66 et 127 kg, bras croisés sur sa poitrine massive. Son visage calme, mais sa présence indéniable. Un par un, les autres Hells Angels se levèrent avec lui, non pas menaçants, non pas avançant, juste debout, présent, soutenant. Le directeur se rassit lentement. Madame Ashford regarda les motards, puis Emma, puis le directeur, réalisant qu'elle n'avait aucun pouvoir ici, aucun contrôle. Avec un dernier regard de pure fureur, elle sortit de scène, ses talons résonnant comme des coups de feu. Emma se retourna vers le piano et s'assit. Elle posa ses mains sur les touches, ferma les yeux et prit une profonde inspiration qui sembla puiser sa force dans quelque chose d'ancien et d'inébranlable. Puis elle regarda une dernière fois son grand-père. Victor hocha la tête, murmurant des mots qu'elle seule pouvait voir. « Roule ta propre route ». Le premier accord explosa dans le silence. Profond, résonnant, parfait. La lente introduction à la rhapsodie hongroise de Liszt remplit chaque coin de la grande salle d'un son si riche, si confiant, que même Madame Ashford, regardant depuis les coulisses, les bras croisés et la mâchoire serrée,
sentit ses yeux s'écarquiller. Ce n'était pas un jeu de débutant. Ce n'était même pas un bon jeu d'amateur. C'était tout autre chose. La main gauche d'Emma établit la ligne de basse sombre et mélancolique, tandis que sa main droite chantait la mélodie hongroise plaintive au-dessus. Le public, qui s'était appuyé en arrière avec jugement quelques instants auparavant, se pencha maintenant en avant, incrédule. Victoria Sterling murmura à sa mère. Comment fait-elle cela? Sa mère n'eut pas de réponse, trop transfixée par ce qu'elle était en train de voir. Puis vint la transition, le moment où la lente introduction explosa dans la frissa, la section rapide qui séparait les pianistes compétents des maîtres. Les doigts d'Emma volèrent sur les touches avec une telle vitesse et précision que plusieurs personnes dans le public haletèrent audiblement. Sa main gauche créa des gammes en cascade qui sonnaient comme le tonnerre roulant sur les montagnes, tandis que sa main droite délivrait la mélodie rapide comme l'éclair avec une clarté cristalline. C'était un jeu de niveau professionnel. C'était un jeu de niveau conservatoire. C'était le genre de performance qui appartenait aux salles de concert, pas à un récital de lycée. Madame Ashford se tenait en coulisses, la main sur la bouche, son visage passant par le choc, l'incrédulité et l'horreur naissante d'une erreur de calcul catastrophique. La section médiane enflammée arriva, le passage le plus techniquement exigeant de toute la pièce. Les mains d'Emma se croisèrent et bondirent sur le clavier, exécutant des gammes d'octaves à une vitesse fulgurante. La sueur perlait sur son front, ses cheveux soigneusement épinglés se détachant. Mais elle ne faiblit pas. Elle ne jouait pas seulement les notes. Elle les incarnait, canalisant chaque oncée de passion et de défi hongrois que Liszt avait insufflé dans la composition. Chaque note semblait déclarer « Je suis là, je compte ». Je ne serai pas réduite au silence. Dans le public, des parents riches étaient assis, transfixés, les yeux de leurs enfants écarquillés d'émerveillement. La section des Hells Angels resta silencieuse, mais plusieurs s'essuyaient les yeux sans honte. Victor avait renoncé à retenir ses larmes. Il regarda son enseignement prendre vie à travers les mains de sa petite fille, regarda 6 semaines de pratique nocturne et de dévouement, et refusant d'accepter les limitations se transformer en quelque chose de transcendant. Emma se dirigea vers le climax, son corps entier engagé dans la performance. Non plus l'étudiante boursière intimidée, mais une artiste revendiquant sa place légitime. La dernière série de cascades mena aux accords de conclusion, qu'Emma frappa avec une telle autorité, une telle finalité, que le son sembla faire trembler le lustre en cristal au-dessus. La dernière note résonna, soutenue, remplissant la salle, puis lentement s'estompa dans ce silence. Pendant 3 secondes éternelles, personne ne bougea. Emma resta assise, ses mains toujours sur les touches, sa poitrine haletante, son visage rougi par l'effort et le triomphe. Le public semblait figé, pris entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils avaient vu, incapable de concilier les deux. Puis Tiny commença à applaudir, juste lui au début, ses mains massives créant un son comme le tonnerre. Victor le rejoignit, debout, son visage mouillé de larmes. Toute la section des Hells Angels éclata en applaudissements, puis cela se propagea comme une traînée de poudre dans la salle. Des parents riches qui avaient serré leurs enfants loin de Victor 1 heure plus tôt se levèrent maintenant, incapables de résister à l'attraction magnétique d'une excellence authentique. Les applaudissements passèrent d'une reconnaissance polie à des acclamations sincères, puis à des cris de bravo qui résonnaient sur les sols en marbre et les lustres en cristal. Victoria Sterling se leva et applaudit avec une admiration authentique. Toute prétention de supériorité s'était envolée devant ce qu'elle venait de voir. Le sénateur Piton sortit son téléphone, envoyant déjà un SMS à quelqu'un. « Il faut que tu entendes parler de cette gamine. » Des parents qui n'avaient jamais accordé une seconde pensée à Emma Martinez étaient debout, applaudissant une performance dont on parlerait dans les cercles de la Monroe Academy pendant des années à venir. Emma se leva et se tourna pour faire face au public.
Sa simple robe froissée, ses cheveux en désordre, ses chaussures avec les trous recouverts de feutre visibles par quiconque au premier rang. Mais elle se tenait comme une reine, comme quelqu'un qui venait de conquérir un royaume par pure force de volonté et de talent. Elle s'inclina profondément, et les applaudissements s'intensifièrent et rugissant comme un océan, emportant chaque supposition, chaque préjugé, chaque limitation qui lui avait été imposée. En coulisses, Madame Ashford restait figée, son visage décoloré, comprenant enfin l'ampleur de son échec. Non seulement en tant que professeur, mais en tant qu'être humain qui avait regardé une élève et n'avait vu que des limitations au lieu de possibilités. Si ce moment vous a donné des frissons, si vous ressentez ce triomphe en ce moment, écrasez ce bouton « J'aime ». Mais la victoire d'Emma n'est que la moitié de l'histoire. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix car Madame Ashford est sur le point de commettre une autre erreur dévastatrice. Et cette fois, Victor Martinez répondra d'une manière qui forcera tout le monde dans cette salle à confronter toutes les suppositions qu'ils ont jamais faites sur l'homme au gilet de cuir. Emma put à peine descendre de scène avant que d'autres élèves ne l'envahissent. C'était incroyable. Je n'avais aucune idée que tu pouvais jouer comme ça. Victoria Sterling, qui n'avait jamais parlé à Emma au-delà de hochements de tête polis, lui saisit les mains. Emma, c'était « Je n'ai jamais entendu personne de notre âge jouer comme ça. Tu étais extraordinaire. » Mais les félicitations moururent dans la gorge de tout le monde quand Madame Ashford apparut, fendant la foule comme un navire dans la glace. Son visage était marbré de rouge et de blanc, ses mains tremblantes d'une rage à peine contenue. « Emma Martinez, nous devons parler maintenant. » Elle saisit le bras d'Emma et la traîna vers une salle de pratique vide. La porte se referma derrière elle avec assez de force pour faire trembler l'encadrement. Et à travers la petite fenêtre, les autres élèves pouvaient voir Madame Ashford faire les 100 pas comme un animal en cage. « Comment osez-vous? » Les mots sortirent comme un hurlement. « Comment osez-vous défier mes instructions explicites? Vous m'avez humilié devant le conseil, les parents, toutes les personnes importantes de cette communauté. » Emma se retrouva debout, plus droite. La confiance de sa performance courait encore dans ses veines. « J'ai bien joué. Vous les avez entendus. Tout le monde les a entendus. Ce n'est pas le propos. » La voix de Madame Ashford se brisa. « Le propos, c'est l'obéissance. Vous êtes une étudiante boursière, Emma. Vous n'avez pas le droit de faire des demandes. Vous n'avez pas le droit de outrepasser mon jugement professionnel. Vous n'avez pas le droit de décider que vous êtes spécial. Je n'ai pas fait de demande, j'ai montré ma capacité. » Les yeux de Madame Ashford se plissèrent. « Capacité que vous avez apprise où exactement? Vous n'auriez pas pu maîtriser ce morceau en 6 semaines toute seule. C'est impossible. Qui vous a enseigné? Un tutoriel en ligne? Avez-vous triché d'une manière ou d'une autre? Trouver un enregistrement et le mémoriser sans réellement apprendre la technique. » Emma sentit la rage monter dans sa poitrine, chaude et féroce. « Tricheur? Vous pensez que j'ai triché? Il n'y a pas d'autre explication. Quelqu'un de votre milieu avec vos ressources limitées ne pourrait pas maîtriser Liszt sans des années de formation professionnelle. C'est tout simplement impossible. » La voix de Madame Ashford dégoulinait de condescendance, et votre grand-père n'aurait certainement pas pu vous enseigner. Que c'est un moteur de la musique classique? Que pourrait comprendre quelqu'un comme ça de Liszt ou de la technique ou du genre de raffinement requis pour ce niveau de performance? Quelque chose en Emma céda. Mon grand-père en sait plus que vous n'en saurez jamais. Madame Ashford rit. Un son cruel et moqueur. Oh, vraiment? A-t-il appris au club de motards? Entre les bagarres de bar et tout ce que ces gens font, il a appris à Juilliard. Le silence qui suivit fut absolu. Madame Ashford fixa Emma comme si elle venait de prétendre que son grand-père était secrètement le président. Puis elle rit de nouveau, encore plus cruellement. Juilliard? Votre grand-père? Ce motard en gilet de cuir a fréquenté la Juilliard School of Music.
C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Les mains d'Emma tremblaient, des larmes de rage brouillant sa vision. Il l'a fait. Il a obtenu son diplôme en 1989. Il allait être pianiste de concert. Et je suppose que la prochaine chose que vous me direz, c'est qu'il a joué au Carnegie Hall. La voix de Madame Ashford était lourde de moquerie. Il l'a fait. En 1988, le New York Times l'a appelé le pianiste le plus prometteur de sa génération. L'expression de Madame Ashford passa de la moquerie à quelque chose de plus sombre, de plus vicieux. Vous êtes soit délirante, soit d'une menteuse, Emma. Possiblement les deux. Votre grand-père est un criminel dans un gang de motards. C'est exactement le genre de personne dont j'ai passé ma carrière à protéger les étudiants. C'est un vétéran du corps des Marines et un pianiste de concert. Emma criait maintenant, ne se souciant plus de qui entendait. Madame Ashford sourit, froide et satisfaite. Alors prouvez-le. Prouvez n'importe laquelle de ces fantaisies ridicules que vous avez concoctées pour expliquer comment vous avez triché pour réussir cette performance. Emma ne répondit pas. Elle se contenta de se retourner, d'ouvrir la porte de la salle de pratique d'un coup sec et de foncer dans le couloir où parents et élèves se mêlaient encore, félicitant les artistes, discutant du récital. Madame Ashford suivit, affichant un sourire narquois avec la confiance de quelqu'un qui croyait avoir démasqué un bluff. Emma aperçut Victor debout avec ses frères Hells Angels près du fond du couloir. Elle marcha directement vers lui, le visage mouillé de larmes, la voix tremblante. « Grand-père, elle ne croit pas que tu m'aies enseigné. Elle ne croit à rien de tout cela. » Victor regarda au-delà d'Emma, vers Madame Ashford, qui s'était placée de manière à ce que sa voix porte à la foule assemblée. « Monsieur Martinez, dit-elle à haute voix, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. Votre petite-fille prétend que vous êtes diplômé de Juilliard, un pianiste de concert. » Elle fit une pause pour l'effet, et plusieurs parents rirent même nerveusement. Je lui ai dit que c'est impossible, absolument impossible, mais elle insiste pour se ridiculiser et vous ridiculiser davantage. Alors, s'il vous plaît, éclairez-nous tous. Où exactement avez-vous étudié la musique? Le couloir devint silencieux. Tous les yeux se tournèrent vers Victor Martinez, debout dans son gilet de Hells Angel. Ses mains cicatrisées pendaient le long de son corps, son visage buriné, illisible. Emma le regarda avec des yeux suppliants. Ses frères le regardaient silencieusement, prêts à soutenir tout ce qu'il déciderait de faire. Le sourire de Madame Ashford s'élargit. C'est ce que je pensais. Exactement ce que j'ai dit. Juilliard School of Music, Victor dit tranquillement. Promotion 1949, le silence qui suivit fut assourdissant. Le sourire de Madame Ashford fléchit. C'est un mensonge. Je peux vous montrer mon diplôme si vous le souhaitez. Il est dans une boîte sous mon lit. Il y est depuis 25 ans. Madame Ashford regarda la foule assemblée, forçant un rire. N'importe qui peut revendiquer des diplômes qu'il n'a pas. Monsieur Martinez, n'importe qui peut mentir. Le directeur de l'académie, qui se tenait à proximité, sortit son téléphone. Monsieur Martinez, vous dites avoir fréquenté Juilliard et avoir étudié la musique. Victor le regarda fixement. Bourse complète. Étudié sous le professeur David Wright. Piano classique diplômé avec mention. Les doigts du directeur se déplacèrent sur l'écran de son téléphone. Professeur Wainwright, professeur émérite de Juilliard. Il commença à taper un email, son expression devenant plus sérieuse. Le visage de Madame Ashford était devenu pâle. C'est ridicule. Toute cette situation est la voix de Victor et la voix de Victor, bien que calme, coupa sa protestation comme une lame. Vous avez demandé des preuves, Madame Ashford. Vous êtes sur le point de les obtenir. Madame Ashford n'avait aucune idée. Elle venait de faire la pire erreur de sa carrière, parce que Victor était sur le point de faire quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais faire, quelque chose qui briserait toutes les suppositions dans ce couloir
et forcerait tout le monde à affronter le coup de juger les gens par leur apparence plutôt que par leur caractère. Victor regarda le visage d'Emma, strié de larmes, ses yeux le suppliant de se défendre, de prouver qu'il était plus que ce que ces gens supposaient. Puis il regarda l'expression suffisante de Madame Ashford, la foule de parents riches regardant avec un amusement à peine dissimulé, le directeur de l'académie tapant toujours sur son téléphone. Finalement, il regarda ses frères. Tiny fit un seul hochement de tête presque imperceptible. « On te couvre, tombe. » À travers le couloir, Victor pouvait voir dans la grande salle où le piano était toujours sur scène, attendant. 25 ans de silence, 25 ans d'un chagrin si profond qu'il avait enfermé la partie la plus fondamentale de lui-même. 25 ans à laisser le monde croire qu'il n'était qu'un moteur, rien de plus, parce que c'était plus facile que de toucher la douleur qui vivait à l'intérieur de chaque note de musique, murmura Emma, sa voix brisée. « Tu n'as pas à le faire, grand-père. Nous pouvons juste partir. »« Nous pouvons, oui, » interrompit Victor doucement. « Je dois le faire. » Il regarda Madame Ashford. « Vous voulez des preuves? Je vais vous donner des preuves. » Il commença à marcher vers la scène, pas rapidement, pas avec bravade, mais avec la détermination constante d'un homme qui avait finalement décidé d'arrêter de fuir la chose qui le terrifiait le plus. Les parents tirèrent instinctivement leurs enfants de côté alors qu'ils passaient. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même après la performance d'Emma. Ses frères se mirent en formation derrière lui, non pas menaçants, juste présents, un mur silencieux de soutien. Victor monta les marches de la scène et marcha vers le grand piano. C'était un Steinway Model D, le genre d'instrument qu'il avait jadis rêvé de posséder, le genre utilisé dans les salles de concert du monde entier. Il s'assit sur le banc et ajusta le siège, ses mouvements automatiques, la mémoire musculaire de décennies auparavant se réaffirmant. Il posa ses mains sur les touches. Elles tremblaient pendant un long moment. Victor se contenta de fixer ses mains planant au-dessus de l'ivoire et de l'ébène, voyant deux versions de lui-même superposées. Le jeune Victor, 22 ans, au Carnegie Hall en 1988, jouant pour un public qui lui avait offert une ovation debout. Et puis Victor aux funérailles de sa famille, incapable de jouer à leur commémoration parce que chaque note criait une perte trop profonde à supporter. Le couloir était devenu complètement silencieux. Même Madame Ashford, les bras croisés avec scepticisme, avait cessé de parler. Les gens regardaient à travers l'embrasure de la porte, regardant ce moteur s'asseoir à un piano, se demandant s'il allait réellement jouer ou si tout cela était un bluff élaboré. Des coulisses, la voix d'Emma vint douce et claire. « Je t'aime, grand-père. » Victor ferma les yeux, prit une profonde inspiration qui sembla venir du centre de la terre et laissa ses mains tomber sur les touches. L'accord d'ouverture du prélude en ut mineur de Rachmaninoff s'écrasa à travers la grande salle comme une déclaration de guerre. 3 notes massives, sombres et puissantes, qui semblaient en secouer les fondations du bâtiment. Ce n'était pas un jeu d'étudiant. Ce n'était pas un jeu d'amateur. Ce n'était même pas un bon jeu professionnel. C'était de la maîtrise. Le genre qui vient d'années de formation, dédié combiné à un génie inné et indéniable. L'expression suffisante de Madame Ashford disparut instantanément. Sa bouche tomba. Dans le couloir, les parents qui avaient souri avec un amusement condescendant se redressèrent maintenant, leur visage passant de la moquerie au choc à quelque chose approchant la stupeur. Les mains de Victor se déplacèrent sur le clavier avec 35 ans de mémoire musculaire les guidant. Malgré un quart de siècle de silence, son corps se souvenait de tout, de chaque technique, de chaque nuance, de chaque dynamique subtile qui transformait les notes sur une page en quelque chose de transcendant. La mélodie sombre et mélancolique remplit la salle d'âme russe de chagrin et de puissance et d'une profondeur d'émotion qui fit oublier aux gens de respirer. Il n'était plus à la Monroe Academy. Il était au Carnegie Hall en 1988, jeune et plein de rêves. Il était à Moscou avec le fantôme de Rachmaninoff, comprenant l'exil et le désir du compositeur.
Il était aux funérailles de sa famille, enfant capable de jouer la musique qu'il ne pouvait pas toucher. Puis finalement, laissant 25 ans de chagrin se déverser à travers ses doigts. La pièce gagna en complexité et en puissance. Le corps entier de Victor s'engagea, balançant avec la musique, ses yeux fermés sur le présent. Des accords massifs tonnèrent dans la basse. La mélodie s'éleva au-dessus comme un oiseau fait de chagrin et d'espoir entrelacés. Le lustre en cristal vibra réellement sous la force du son remplissant l'espace. Les gens dans le couloir pouvaient le sentir dans leur poitrine, dans leurs os. Une présence physique de musique si puissante qu'elle transcendait le simple son. Et puis, comme Rachmaninoff l'avait écrit, la pièce commença sa résolution. Le tempo recula, le volume diminua, mais l'intensité s'approfondit d'une manière ou d'une autre. C'était 25 ans de silence qui parlaient enfin. C'était un homme qui avait enterré la plus belle partie de lui-même, la déterrant maintenant devant des étrangers, l'offrant comme un sacrifice ou un cadeau, prouvant que le gilet qu'il portait et les cicatrices sur sa main ne disaient rien de la cathédrale de beauté qu'il portait dans lui. Le dernier accord soutenu, les mains de Victor toujours sur les touches, sa respiration haletante, une seule larme coulant sur sa joue burinée. 5 secondes complètes de silence absolu. Personne ne bougea. Personne ne respira. Personne ne pouvait tout à fait croire ce qu'il venait de voir. Puis la voix de Tiny résonna de l'arrière. Bravo. Ses mains se joignirent en un tonnerre d'applaudissements. Les autres Hells Angels éclatèrent, rugissant leur approbation. Et puis, comme une digue qui cède, toute la salle se leva. Des parents riches qui n'avaient jamais applaudi avec autant d'enthousiasme pour quoi que ce soit, dans leur vie soigneusement contrôlée, se retrouvèrent à crier leur appréciation. Le directeur de l'académie resta bouche bée. Les élèves se pressèrent, essayant de mieux voir. « Mon Dieu !» le sénateur Piton murmura à sa femme. C'était de classe mondiale. C'était de niveau conservatoire. Il ne trouvait pas les mots adéquats pour décrire ce qu'il venait d'entendre. Madame Ashford resta figée en coulisses, son visage dénué de toute couleur. La compréhension s'abattant enfin sur elle comme un effondrement des meubles. Elle n'avait pas seulement mal jugé une élève. Elle avait dédaigné, condescendu et publiquement moqué une musicienne dont le talent dépassait le sien par des ordres de grandeur. Elle avait passé des mois à traiter une diplômée de Juilliard comme une criminelle ignorante. L'ampleur de son échec était trop énorme pour être traitée. Victor se leva lentement, se tournant pour faire face au public. Il portait toujours son gilet de Hells Angel. Ses mains étaient toujours cicatrisées par des décennies de travail mécanique et une vie plus dure. Mais il se tenait sur cette scène comme un titan, comme quelqu'un qui venait de récupérer une partie de lui-même qu'il pensait perdue à jamais. Les applaudissements continuèrent 30 secondes, 45 secondes, 1 minute complète d'ovation soutenue. Emma courut sur scène et le serra dans ses bras. Ils se tenaient ensemble, grand-père et petite-fille, tous deux prouvés, tous deux justifiés, tous deux ayant montré à une salle pleine de sceptiques que la grandeur ne vient pas dans les paquets que nous attendons. Si cette performance vous a donné des frissons, si vous avez ressenti chaque note du voyage de Victor, si vous croyez que les gens sont plus que leur apparence, laissez un commentaire en disant « Ne jamais juger un livre à sa couverture ». Et si vous vous êtes levé dans votre cœur à l'instant, cliquez sur ce bouton d'abonnement car le jugement de Madame Ashford est sur le point d'enseigner à tous ceux qui se trouvent dans cette salle une leçon qu'ils n'oublieront jamais. 15 minutes plus tard, en coulisses, le téléphone du directeur de l'académie vibra avec un email entrant. Il le lut à voix haute au groupe assemblé, sa voix à peine un murmure. Victor Martinez était l'un des meilleurs étudiants que j'ai jamais eu. Talent exceptionnel, dévouement extraordinaire. La tragédie qui a frappé sa famille a été dévastatrice. Je suis heureux d'apprendre qu'il joue toujours. Veuillez lui transmettre mes plus chaleureuses salutations. Professeur David Wainwright, Juilliard School of Music,
émérite. Il transféra l'email à Madame Ashford, qui se tenait à l'écart de tout le monde. Ses bras enroulés autour d'elle comme pour maintenir physiquement les morceaux de sa réputation professionnelle. Son visage passa de pâle à cendre en lisant les mots sur l'écran. La voix du directeur était glaciale. « Mon bureau maintenant à Victor et Emma », ajouta-t-il avec un respect sincère. « Veuillez attendre ici. Je devrais vous parler tous les deux sous peu. » 20 minutes passèrent. Quand Madame Ashford sortit du bureau du directeur, ses yeux étaient rouges et gonflés, son maquillage parfait maculé. Elle se dirigea directement vers Victor, qui était assis avec Emma et ses frères Hells Angels. Sa voix trembla en parlant. « Monsieur Martinez, je vous dois des excuses, de profondes excuses. » Elle fit une pause, luttant pour continuer. « Je vous ai jugé sur votre apparence. J'ai rejeté votre petite fille sur la base de préjugés et de suppositions. J'ai échoué en tant que professeur. J'ai échoué en tant qu'être humain. » La voix de Victor était calme mais ferme. « Oui, vous avez échoué. » Madame Ashford grimaça mais hocha la tête, acceptant le verdict. « J'ai soumis ma démission au conseil. Elle est effective immédiatement. » Elle se tourna vers Emma. « Je ne mérite pas d'enseigner à des étudiants comme vous. Des étudiants qui travaillent plus dur que quiconque, qui surmontent plus que quiconque, qui ont plus de cœur que quiconque. Je suis désolé de ne pas avoir pu le voir avant qu'il ne soit trop tard. » Elle s'éloigna, ses talons claquant creusement sur le sol. Emma commença à dire quelque chose, mais Victor posa sa main sur son épaule. « Devrions-nous l'arrêter, grand-père? »« Non, Mija. Les conséquences nous apprennent ce que les mots ne peuvent pas. Le pardon viendra plus tard, quand elle sera prête à vraiment comprendre ce qu'elle a mal fait. Mais nous n'avons pas besoin d'être cruels, elle apprendra. » Le directeur s'approcha, son expression humble, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. « Monsieur Martinez, j'ai une proposition. Nous aimerions vous offrir un poste d'instructeur de musique à temps partiel. Nous avons clairement besoin de quelqu'un qui comprend que le talent vient de tous les milieux, pas seulement de ceux avec lesquels nous sommes à l'aise. » Victor secoua la tête. « J'apprécie l'offre. Mais non. » Le directeur sembla surpris. « Non, j'enseignerai. » Victor clarifia. « Mais au centre communautaire du centre-ville, pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre vos frais de scolarité, pour les enfants comme Emma l'était, comme je l'étais. » Il rencontra le regard du directeur fixement. « Vous voulez arranger les choses? Parrainer des bourses, de vraies bourses avec un vrai soutien, pas seulement une diversité symbolique. Financer les programmes de musique communautaire. Donner aux enfants de tous les milieux la chance de découvrir ce dont ils sont capables. » Le directeur, dûment humilié, hocha la tête. « Nous le ferons. Je vous donne ma parole. » Sur le parking après l'événement, les Hells Angels se rassemblèrent autour de leur moto tandis qu'Emma se tenait au centre, entourée d'hommes qui, une heure auparavant, étaient des étrangers pour la plupart de la communauté de l'académie, révélés maintenant comme une famille. « Gamine, tu étais incroyable. » Tiny la souleva du sol dans un câlin d'ours qui aurait écrasé une personne plus petite. Chains lui tapota l'épaule. « Nous a rendus fiers, petite sœur, vraiment fiers. » D'autres frères offrirent des félicitations, de doux high fives, des sourires qui transformèrent leur visage intimidant en quelque chose de chaleureux et paternel. « Merci à tous d'être venus, » dit Emma, la voix étranglée par l'émotion. « Pour me soutenir. Pour vous être levé quand Madame Ashford a essayé de... » Reaper, le président du club, l'interrompit. « C'est ce que fait la famille et ta famille maintenant. » Officiellement, il sortit un petit écusson de son gilet. Membre honoraire, chapitre Ironheart. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes alors qu'elle l'acceptait, comprenant le poids de ce qui lui était offert. Shane se racla la gorge. « Oh, et tombe! Nous avons fait une collecte. » Il tendait une enveloppe à Victor. À l'intérieur se trouvaient des chèques et de l'argent totalisant 23 000 $ pour le fonds universitaire d'Emma, au cas où quelque chose serait arrivé avec la bourse. La voix de Victor se brisa. « Frères, je ne peux pas.
Ne dis rien, interrompit doucement Tiny. Continue juste à enseigner à cette fille. Elle va aller loin et nous serons là pour l'encourager à chaque étape. Le retour à la maison fut un convoi de 15 motos escortant Victor et Emma à travers les rues de la ville. Emma était assise à l'arrière de la Harley de son grand-père, ses bras enroulés autour de sa taille, portant son nouvel écusson honoraire, se sentant plus en sécurité et plus aimée qu'elle ne l'avait jamais été dans les couloirs de la Monroe Academy. Le grondement des moteurs était une chanson d'appartenance, d'une famille retrouvée, du genre de fraternité que la société rejetait, mais que ces hommes vivaient chaque jour. 6 mois plus tard, dans un entrepôt converti d'un des quartiers ouvriers de la ville, une enseigne était suspendue au-dessus de l'entrée. Centre communautaire de musique martinaise où chaque voix compte. À l'intérieur, 20 pianos de qualité variée, certains donnés, certains achetés, certains récupérés d'écoles qui faisaient des mises à niveau, étaient alignés. Des élèves de tous les horizons imaginables prenaient des leçons. Certains arrivaient en Mercedes, leurs parents ayant appris une leçon profonde sur les suppositions et la valeur. Certains arrivaient à l'arrière de motos, enfants et petits-enfants de membres des Hells Angels. Certains marchaient depuis des appartements voisins, portant des partitions et des sacs à dos tenus avec du ruban adhésif. Tous étaient traités exactement de la même manière. Victor, maintenant instructeur de musique à temps plein, se déplaçait entre les élèves avec patience et compétence. Un jeune prospect des Hells Angels travaillait sur une étude de Chopin. Ses doigts tatoués étonnamment gracieux sur les touches. Une adolescente riche dont les parents avaient assisté à la performance de Victor pratiquait à côté d'une fille du projet de logement local. Victor enseignait le classique, le jazz, le contemporain, tout ce qui parlait à l'âme de chaque élève. La porte s'ouvrit et Emma entra, de Juilliard pour les vacances d'hiver. Les élèves abandonnèrent leur pratique pour l'envahir de câlins et de questions sur l'école de musique. Elle aida avec les leçons, démontra des techniques et leur dit que si elle pouvait y arriver, eux aussi le pouvaient. Puis la porte s'ouvrit de nouveau et tout le monde se tut. Madame Margaret Ashford se tenait dans l'embrasure, l'air nerveuse et petite d'une manière qu'elle n'avait jamais eue à la Monroe Academy. Victor Gégé espérait pouvoir faire du bénévolat, aider avec le travail administratif ou enseigner aux élèves débutants. Sa voix trembla. Je veux apprendre à faire mieux, à être meilleur. Victor l'étudia un long moment. Ses frères, qui étaient venus entendre Emma jouer, se tendirent légèrement, prêts à soutenir quelle que soit sa décision. Puis Victor sourit, non pas cruellement, mais avec une chaleur authentique. Tout le monde mérite une seconde chance, Margaret. Bienvenue dans la famille. Les yeux de Madame Ashford se remplirent de larmes alors qu'elle hochait la tête avec gratitude. Plus tard, Victor se tint devant un cours collectif, Emma à ses côtés, des élèves de tous les horizons écoutant attentivement. La musique ne se soucie pas de votre adresse, leur dit-il. Ne se soucie pas de vos vêtements, ou de votre voiture, ou de votre nom de famille, ou de ce que vos parents font pour vivre. La musique ne se soucie que de ce qu'il y a dans votre cœur. Les murs racontaient l'histoire de ce que le centre était devenu. Le gilet de Hells Angel de Victor était accroché dans un cadre, honoré et respecté. À côté, son diplôme de Juilliard, également honoré. En dessous, des photographies d'élèves qui étaient allés à l'université, dans des écoles de musique, à des vies qu'ils avaient jadis crues impossibles. Un prix du conseil municipal pour l'excellence du service communautaire était accroché à proximité. Dans le coin, Victor et Emma étaient assis ensemble à un piano, jouant un duo, la danse hongroise de Brahms, joyeux et énergique. Les élèves regardaient et applaudissaient. Madame Ashford était assise à l'arrière, apprenant l'humilité aux côtés de la théorie musicale. Des frères Hells Angels rendaient visite, écoutant avec appréciation. Des parents riches qui avaient changé d'avis se mêlaient à des familles ouvrières. La communauté unie par la musique et la compréhension que la grandeur peut venir de n'importe où si nous sommes assez courageux pour dépasser nos préjugés.
Le Centre communautaire de musique Martinez avait fourni une éducation musicale gratuite à plus de 300 élèves de tous horizons. 45 avaient reçu des bourses universitaires. Victor enseignait 6 jours par semaine, ne refusant personne qui voulait apprendre. Emma revenait à chaque congé pour aider, prévoyant déjà d'ouvrir des centres similaires dans d'autres villes après l'obtention de son diplôme. Et sur le mur, sous tous les prix et photographies et symboles de transformation, une simple plaque indiquait « Ne jugez jamais un écrivain par son gilet. Ne jugez jamais un élève par ses circonstances. Ne jugez jamais personne par autre chose que le contenu de son caractère et la taille de son cœur. » Victor et Emma prouvent que la grandeur peut émerger des endroits les plus inattendus. Ils prouvent que les Hells Angels peuvent être des héros, que les étudiants boursiers des quartiers ouvriers peuvent surpasser les riches et les privilégiés, et que nous ne devrions jamais, jamais juger les gens par leur apparence. Madame Ashford a appris de la manière la plus difficile possible que les préjugés ne blessent pas seulement les personnes que nous rejetons. Ils nous aveuglent à la beauté et au talent qui pourraient enrichir nos vies et nos communautés. Si vous croyez que les gens devraient être jugés par leur caractère, pas par leurs vêtements ou leur code postal ou qui est leur famille, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Si vous croyez que des professeurs comme Madame Ashford doivent rendre des comptes pour les dommages que leurs suppositions causent, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Et si vous pensez que cette histoire doit être partagée afin que quelqu'un d'autre qui a été rejeté et sous-estimé puisse trouver le courage de prouver sa valeur, partagez cette vidéo dès maintenant. Commentez ci-dessous avec votre emplacement et les mots « Ne jugez jamais par l'apparence ». Construisons une communauté mondiale de personnes qui refusent de laisser les suppositions étroites de la société définir ce qui est possible. Chaque commentaire est un vote contre les préjugés. Chaque j'aime est une prise de position pour l'équité. Chaque partage est une déclaration que nous voyons les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce que nous supposons qu'ils sont. L'histoire de Madame Ashford est un avertissement. L'histoire de Victor et Emma est une inspiration. De quel côté êtes-vous? Montrez-le nous en interagissant avec cette vidéo dès maintenant. Parce que le monde est plein de personnes talentueuses rejetées par les Madame Ashford des temps modernes, et elles ont besoin de savoir que nous les voyons, nous croyons en elles et nous sommes à leur côté. Abonnez-vous, aimez, commentez votre emplacement et ne jugez jamais par l'apparence. Partagez cette histoire, prenez position, soyez la personne qui refuse de juger un livre à sa couverture. Merci d'avoir regardé. Maintenant, allez prouver à quelqu'un qu'il a tort sur ce dont vous êtes